Êtes-vous satisfait des 2 premières années du mandat d'Emmanuel Macron? Ils ne sont pas très enthousiastes. Ils se répondent oui à 25% seulement et non à 75%. Pour François Bellamy, qui est tête de liste des Républicains aux Européennes, ces 2 années sont surtout 2 années d'occasion perdue. On écoute ce qu'il disait sur CNews ce matin. Mon sentiment, si vous me le demandez, sur ces 2 ans, c'est qu'on a perdu beaucoup de temps dans une conjoncture économique qui était plutôt favorable avec cette dynamique que le président de la République avait derrière lui. Je crois qu'il aurait pu faire des réformes très structurantes pour tenter de proposer un cap pour l'avenir de notre pays, de nous redonner confiance. Et malheureusement, rien de tout cela n'a eu lieu. Et vous, Anne-Sophie Le Tac, que pensez-vous du bilan d'Emmanuel Macron ? Alors, je ne serai peut-être pas aussi sévère que François-Xavier Bellamy. Rien n'a pas eu lieu. Mais, vous voyez. Quelque chose a eu lieu. Quelque chose a eu lieu, voilà, exactement. Mais, effectivement, c'est difficile de tirer un bilan absolument serein de ces 2 premières années. Alors, peut-être pour donner quelques pistes, des raisons pour lesquelles c'est le cas, c'est que je crois que le macronisme, c'était vraiment une synthèse. Alors, ça a voulu être une synthèse libérale, donc entre un libéralisme économique, un libéralisme culturel. Je crois que ça n'est pas un libéralisme politique et que c'est déjà une première contradiction. Alors, est-ce que vous pouvez préciser? Voilà, alors je pense qu'effectivement, culturellement, il y a des éléments très libéraux, on le voit bien avec les lois, avec la réflexion sur la GPA, etc. Qui n'a pas encore abouti et dont on se demande quand elle sera programmée. Absolument. Sur le plan économique, on comprend bien que les réformes sont plutôt libérales. Je pense que sur le plan politique, le macronisme reste une forme de césarisme plébiscitaire, j'en suis persuadée depuis longtemps. Et d'ailleurs, j'avais fait une petite chronique au moment de la campagne d'Emmanuel Macron qui s'appelait « Un empereur immédiatement », qui faisait référence de manière admirative au livre de Marin de Viry. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je pense qu'il y a vraiment une erreur fondamentale chez Emmanuel Macron, qui est qu'on a parlé d'une présidence jupitérienne. Moi, j'aime pas du tout ce terme de Jupiter. En revanche, je crois qu'il avait une intuition. Et son intuition, c'était qu'il y a une espèce de refoulé en France, et que ce refoulé, c'est un refoulé politique. C'est-à-dire qu'on a eu, je ne suis pas du tout bonapartiste, mais il y a eu 20 ans de bonapartisme réussi, en fait, économiquement, plutôt libéral, plutôt prospère. Et je crois qu'il a eu des intuitions qui se rapprochaient de ça, c'est-à-dire du social et de l'autoritaire, du jupitérien, disons. Et il a en réalité abandonné assez rapidement le côté jupitérien. Et surtout, il a commis des erreurs parce qu'on n'est pas dans une société du 19e siècle. Et je pense effectivement que son bilan est difficile aujourd'hui à tenir. Alors maintenant, pour être un petit peu plus précise, je crois qu'il a aussi s'est appuyé sur quelque chose qui n'est pas du tout, qui est pas du tout de l'ordre du césarisme, qui est de l'ordre de cette espèce de fracture entre les élites et finalement le peuple au sens large, qui existait bien avant lui, mais que cette sécession des élites, il en a eu l'intuition, mais que le problème, c'est qu'il l'a incarné tellement qu'aujourd'hui, elle lui revient véritablement en boomerang. D'accord. C'est aussi votre diagnostic, Marin de Viry ? Il y a les faits, il y a le sens. Bon, les faits, c'est sur les grands dossiers, on va dire, le déficit structurel. Bon, on progresse très très lentement, il suffit de voir les courbes de projection qui sont par définition très très optimistes. Même très optimistes, on progresse très très lentement. Sur le marché du travail, il y a eu quelques réformes de fait, mais pas énormément. Sur l'équilibre du financement du système social, là aussi, il y a eu encore quelques petites choses qui ont avancé, mais pas non plus, je dirais, à la hauteur des enjeux, pour l'instant, en tout cas, depuis 2 ans qu'il est là. Sur la question des structures sociales, disons, qui fondent un peu la République, c'est-à-dire l'éducation et la famille, quoi. Je mets la famille dans les structures sociales, parce qu'au fond... Mais ne vous excusez pas. Elle y est. Bon. Personne n'a fait droit de bon, sur l'éducation, ça progresse dans un sens qui est... je dirais ambigu, en fait, c'est-à-dire qu'on ne voit pas véritablement la reconstruction d'une école républicaine intégratrice telle qu'on pourrait la souhaiter tous, de gauche et de droite. On ne la voit pas, on voit effectivement des discours élitistes, on voit des discours sur l'effort, on voit des discours sur l'intégration républicaine, mais en même temps la machine est tellement énorme à faire bouger qu'elle bouge très peu de fait. Bon. Et sur la famille, il y a le bougisme sociétal habituel des gouvernements qui trouvent des espaces de progressisme rapide, un peu presse-bouton, dans lesquels on peut dire PMA, GPA, etc. Et tac, ça apparaît dans la loi, c'est formidable. Bon.
Bon. Sur le plan de la souveraineté et du rayonnement international, je laisserai les géopoliticiens autour de cette table faire le bilan. Mais enfin, je ne suis pas sûr qu'on pèse d'un poids beaucoup plus considérable en Europe depuis qu'Emmanuel Macron est là. Et puis bon, donc ça c'est le bilan sur les faits, on va dire. Hein. Je vais aller vite. Sur le sens, si on considère qu'un bon bilan, c'est un bilan dans lequel on a beaucoup dépensé d'énergie pour aller très très lentement vers une sorte de normalisation anglo-saxonne, c'est un bon bilan. Bon. Si on considère que ce sens-là n'est pas le bon sens pour la société française, c'est un mauvais bilan. Voilà. Il est allé trop vite. Il est allé surtout dans un sens qui est au fond un sens, un sens dans lequel ce qu'on arrive à lire, c'est la libéralisation sur des principes anglo-saxons tels qu'ils se déploient internationalement. Ça, on arrive à le lire. Mais par contre, sur la partie sur laquelle il fait des espèces de percées intellectuelles assez étranges, c'est-à-dire finalement, qu'est-ce que la France, qu'est-ce que notre identité, est-ce que ça doit être une identité en mouvement, est-ce que c'est une identité enracinée, comment on s'y prend, etc. Il est assez nébuleux. Il a beaucoup de mal en réalité à incarner une vision, probablement parce qu'il n'a pas de vision, il a à la place de la vision, il a une méthode. Il a une méthode qui consiste à faire parler tout le monde, à ouvrir les débats et à trancher à la fin. Mais à trancher quoi, on ne le sait pas d'avance parce qu'il n'a pas de prévision, si je puis dire, de ce qu'est la France. Voilà. Donc c'est, comment dirais-je, heureusement qu'il y a les institutions de la Ve République pour, comment dirais-je, le tenir en place, parce que ce n'est pas lui qui tient les institutions, c'est les institutions qui le tiennent d'une certaine façon, parce que ça manque de sens, voilà, très clairement. D'accord. Je vais finir le tour de table. Vous, un bilan global ? J'avais travaillé pour le compte de la Fondation Jean Jaurès, que vous citiez tout à l'heure, à faire l'inventaire des années Hollande. Mais on avait prudemment attendu que le quinquennat soit terminé et d'observer par ailleurs qu'il n'avait pas été en situation de se représenter à l'issue de son propre quinquennat. Ça prouvait que les Français considéraient que son bilan n'était pas suffisamment positif pour lui laisser ce loisir-là. Alors Macron, c'est un peu tôt, au bout de 2 ans évidemment, pour parler de bilan. Mais il y a une première façon de poser la question qui est de se dire ce qu'il a fait depuis 2 ans est-il conforme à ce qu'il avait annoncé qu'il ferait ? C'est-à-dire que pour l'instant, est-ce qu'il est en train de suivre de façon un peu méthodique ce qu'était son programme et le fait-il ? J'ai le sentiment que oui, c'est-à-dire qu'il n'a dupé à peu près personne et qu'au contraire, ce qui lui a été reproché et ce qui a constitué un des ferments du mouvement des Gilets jaunes, c'est sa politique fiscale pour laquelle il avait pourtant affiché la couleur de façon extrêmement claire pendant la présidentielle. Donc il déroule depuis 2 ans sa volonté de réforme, sa volonté de réforme. Il avait incarné cette volonté réformatrice avec probablement quelque chose qui lui revient aujourd'hui en boomerang dans la campagne de 2017 où il avait expliqué qu'avec une tonalité un peu anti-système, je ne le mets pas du côté des populistes, mais il avait lui-même entonné cette petite musique le système a dysfonctionné depuis 30 ans et il est temps de refermer cette parenthèse-là qui est une parenthèse d'immobilisme, de renoncement, etc. Et dans la communication gouvernementale, en particulier au début du quinquennat, on a beaucoup joué de cette petite musique-là. On réforme enfin la SNCF qu'on n'avait pas réformée depuis toujours, on réforme enfin le Code du travail qu'on n'avait pas réussi à réformer, en particulier sous Hollande avec la loi travail, etc., etc. Donc de ce point de vue-là, il fait ce qu'il avait annoncé qu'il ferait. Et c'est plutôt, on devrait plutôt s'en réjouir. Sauf que c'est ce qui a mis les Français quand même dans la rue il y a quelques 6 mois. Et donc dans le bilan, il y a aussi le fait qu'il se trouve confronté à un mouvement social inédit comme aucun de ses prédécesseurs. Ça, on va en parler, de l'impact des Gilets jaunes. Avant cela, Christophe Devogt, votre bilan du mi-mandat, donc j'insiste bien, même pas mi-mandat d'ailleurs. Beaucoup de choses ont été dites. Bon, c'est vrai que je suis à peu près d'accord avec tout ce qui a été dit. Il y a quand même ça ne mérite ni excès d'honneur, ni excès d'indignité, comme l'on dit. Moi, j'aime beaucoup cette comparaison avec un certain bonapartisme. On parle du Deuxième Empire, en fait, du Second Empire, et il faut appeler les choses par leur nom. C'est un Saint-Simonien, en fait, Emmanuel Macron. C'est pas un libéral. Et ça, on peut le démontrer par A plus B. D'ailleurs, je vous le signale, ça a été très peu relevé dans les commentaires. Dans sa conférence de presse, il a dit « Je suis Saint-Simonien ». Il a dit « Voilà une observation saint-simonienne ». Et je crois que si on part avec cette clé, on comprend beaucoup plus le personnage, l'entourage, les nominations, la politique, etc. Maintenant, ça c'est le sens, pour reparler comme Martin de Viry. Maintenant, sur les faits, c'est quand même, là je suis un petit peu plus d'accord avec François-Xavier Bennahmis, c'est quand même pas énorme tout ça. On va toujours moins bien que les autres, il faut quand même le voir, c'est-à-dire que notre déficit public est supérieur, il diminue moins vite, il va repartir à la hausse l'année prochaine. Et comme vous disiez, il y a eu le problème Gilets jaunes. Et qu'est-ce que fait Emmanuel Macron maintenant ? Moi, j'ai quand même bien l'impression, quand on écoute le contenu de ce qu'il propose, qu'il est reparti. Eh oui, il est parti vers une... Alors, c'est la grande question que je voulais vous poser à tous. Vous considérez qu'il n'est pas libéral, mais en tout cas,
on peut peut-être reconnaître que jusqu'à présent, jusqu'au phénomène des Gilets jaunes, on ne va pas dire crise parce qu'on ne connaît pas la fin, donc au phénomène des Gilets jaunes, il avait une politique qui s'affichait en tout cas pro-entreprise. Une politique de l'offre. Voilà. Une politique de l'offre. Alors, il est reparti vers une politique de la demande. Alors la question, c'est voilà, est-ce que c'est son tournant de 83 à lui? Est-ce qu'il fait aujourd'hui une politique de la demande? Est-ce qu'il a sacrifié le redressement de notre compétitivité, pour que ce soit parfaitement clair, sur l'autel du pouvoir d'achat, de la distribution immédiate de pouvoir d'achat? Oui, alors juste sur la question du saint-simonisme, ça c'est très intéressant. Vous dites qu'il est saint-simonien. Il y avait un... C'est lui qui le dit. Enfin, oui, c'est lui qui le dit. Vous le dites parce qu'il le dit. Non, il le reprend. C'est-à-dire, au fond, c'est-à-dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les premiers rangs de la société sont occupés par les industriels. C'est ça, c'est une question de dignité dans la société. Il y a un magnifique pamphlet de Stendhal qui s'appelle « D'un nouveau complot contre les industriels », qui est un pamphlet anti-saint-simonien, dans lequel Stendhal dit quoi? Ça ne passera jamais en France. Ça ne passera jamais en France. En France, on admirera toujours la noblesse. Qu'est-ce que la noblesse? C'est de mettre au-dessus de soi son propre intérêt. Qu'est-ce que le saint-simonisme? C'est de mettre au sommet de la société l'intérêt de l'entrepreneur. Voilà. Et c'est cette espèce de comment dirais-je, de ligne de fracture culturelle qui existait dès que Perfit avait parfaitement analysé, alors lui plutôt sous l'angle des cultures religieuses, etc. Mais c'est fondamental, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir de président de la République française qui incarne simplement le discours de la production de l'entreprise, et de l'entreprise, en fabriquant une espèce de transcendance entrepreneuriale, oui, parce que c'est pas ça. Dans une discussion philosophique sur le saint-simonisme, si vous voulez bien. Mais pourquoi? D'abord, en plus industriel, chez Saint-Simon, c'est pas seulement les chefs d'entreprise, c'est beaucoup plus vaste que ça. Non, j'aimerais quand même qu'on en revienne à la question du est-ce qu'il y a eu changement? Est-ce qu'il y a eu changement entre politique Non, moi je crois qu'il y a retour à la normale, c'est ça que je veux dire. Qui n'était pas sa normale à lui. La normale française, c'est-à-dire que tout ce qui n'est pas... En France, vous savez qu'on parle de libéralisme dès qu'on n'est pas ultra-étatiste, hein, le mot sort immédiatement. Eh bien, finalement, on revient à une gestion au jour le jour. Et il a dit lui-même, il a dit « Ce que je donne d'une main, je le reprendrai de l'autre ». Il l'a dit pendant le grand débat. Autrement dit, ce que j'ai donné aux particuliers, je le reprends aux entreprises après avoir fait l'inverse. C'est-à-dire que je crois véritablement, posons la question carrément, je pense véritablement que sur le fond, le quinquennat est terminé au sens de son sens. C'est-à-dire que les grandes réformes, je pense aux retraites, je pense à l'assurance chômage, je pense à la fonction publique, sont cuites. Ce qui a marqué le début du quinquennat, c'est moins en fait une politique de l'offre qui se distinguait de la précédente, parce que on a beaucoup reproché à François Hollande d'avoir mené lui-même une politique de l'offre. Alors on peut la critiquer. Avec Macron, absolument. Donc de ce point de vue-là, Macron s'est plutôt situé dans la continuité de François Hollande, en mimant de faire le contraire. Mais il était quand même dans la continuité de ce qui se passait avant. Non, ce qui a marqué les esprits et ce qui a tranché, effectivement, c'est la politique fiscale qu'il a mise en place. Alors il avait annoncé la couleur, encore une fois, mais ce qui aujourd'hui lui revient en boomerang quand même, c'est cette politique fiscale dont il avait fait une condition de notre attractivité économique. Donc je ne juge même pas en fait la politique fiscale en tant que telle, mais il y avait une promesse d'efficacité dans le macronisme. Il y avait une promesse de renouvellement et il y avait une promesse d'efficacité. Cette politique fiscale, il l'a arrêtée. Et, pour financer les 11 milliards du premier train de mesures qu'il avait annoncé, il a reporté la poursuite de la baisse de l'impôt sur les sociétés. Il a pas, oui, enfin, il a quand même fait. Il a fait voter. Il a quand même fait sa réforme fiscale du côté des entreprises et il a fait sa réforme de l'ISF. Il n'a pas supprimé l'ISF, mais il a transformé l'ISF de telle façon que ce qui lui est reproché par une partie de l'opinion depuis 2 ans, c'est cette injustice fiscale. Mais sans même aller sur la question de l'injustice fiscale. Il n'a pas fini son programme pro-entrepreneurial, en tout cas. Non, mais il est suspendu, là. En tout cas, sans même aller sur le terrain de l'injustice fiscale, de ce procès qui lui est fait, encore une fois, sa politique fiscale était justifiée par une volonté d'efficacité, une recherche d'efficacité économique, d'attractivité. Or, de ce point de vue-là, Hollande a perdu à cause du chômage. Dont il n'a pas réussi à inverser la courbe suffisamment tôt et suffisamment fort. On observe qu'en matière de croissance et en matière de baisse du chômage, malheureusement, à ce stade, les résultats ne sont pas là. Votre excellent collègue Marc Landré a publié un article il y a une dizaine de jours, je crois, sur pire que Hollande. Et sur les créations d'emplois sous Hollande et sous Macron, en démontrant que de ce point de vue-là, on était dans une forme de contre-performance, en dépit de cette politique pro-business. Ce que je voulais juste rajouter, c'est qu'on est à 2 ans, donc c'est difficile quand même de faire un bilan absolument de ces réformes économiques. Moi, ce sur quoi je voulais insister tout à l'heure en disant qu'il n'était pas libéral politiquement, je dis bien, c'est que je pense vraiment que c'est quelqu'un qui a une vision
un peu gaulienne, si on peut dire, qui est d'ailleurs considérée comme appartenant d'une certaine manière à cette droite un peu plébiscitaire de Gaulle. Et ce que je voulais souligner également, c'est que, en fait, je crois que Emmanuel Macron s'est rendu compte que finalement, il y avait une forme de sécession entre les élites et le peuple. Il s'est rendu compte que lui, il représentait d'une certaine manière cette sécession. Et je crois qu'il va quand même un petit peu à Canossa en disant je vais faire un effort pour résorber cette fracture. Sauf que c'est très compliqué de résorber cette fracture. Et puis, c'est très coûteux. Et puis surtout, il a pris dans la face, effectivement, la crise qui n'est pas seulement la sienne d'ailleurs, mais il l'a prise de plein fouet. On évoquait rapidement les réformes à venir. Dans la majorité, beaucoup de gens sont persuadés que le résultat des européennes qui ont lieu, je le rappelle, le 26 mai, allez voter, aura un impact sur la capacité d'Emmanuel Macron à continuer d'appliquer son programme. Et puis on s'inquiète des difficultés de Nathalie Loiseau, qui est la tête de liste de La République En Marche, qui est talonnée, même dépassée dans certains sondages par la liste du Rassemblement National. D'où la question que nous avons posée à nos internautes. Emmanuel Macron doit-il intervenir dans la campagne des